voudrais vous saluer dans la capitale de la Biélorussie pour la troisième conférence internationale sur la sécurité euro-asiatique. La conférence est attendue non seulement par nous, les participants, mais aussi par nos opposants, qui sont très attentifs à ce qui se passe à Minsk. Nous, tout le monde doit arriver à Minsk et nos voisins ont dû passer cette frontière fermée. On voit les absurdités sur la planète, tout ce qui se passe notamment chez nos voisins comme en Lituanie. Nous le voyons tous. Mais il y a beaucoup d'informations. Mais si nous sommes coupables, nous devons nous excuser. Si nous sommes convaincus que nous sommes coupables, eh bien, ils réussiront à nous convaincre. Et nous devons nous excuser. Mais si il y a des ballons qui volent autour, eh bien, dans les espaces autour de nous, eh bien, il faut qu'on nous dise où ils sont. Il faut savoir dans l'intérêt de qui cela se fait. Mais bien sûr, nous sommes certains que cette question sera discutée. Et il n'y a pas de contrebande, mais ce dont on parle ici, c'est du potentiel politique de notre conférence qu'on essaie de bloquer. Ainsi, le monde civilisé est arrivé à son point de paroxysme. Les actions, il y a les actions de nos voisins, mais d'autres Européens avec d'autres objectifs, sans oublier les Européens en général et les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, la frontière est fermée à Varsovie. Il faudrait savoir pourquoi. Alors, aujourd'hui, ceux qui ne passaient pas par l'Ukraine passent par la Biélorussie. Eh bien, on a essayé de trouver des solutions. Mais s'agissant du mouvement des marchandises, eh bien, tout ceci a abouti à de pertes très importantes. Pas seulement pour la Biélorussie, mais également pour la Pologne. Par exemple, le transit des marchandises rapportait plus de 65-75%. Et il restait 35% des marchandises qui passaient par la Biélorussie, qui aujourd'hui essaie de bloquer cela. Aujourd'hui, ils essaient de trouver des solutions. Voilà donc ce que devient le XXIe siècle, ciel fermé, et chose très désagréable. Et ce n'est que le début. Ici, nous devons trouver des points de vue alternatifs. Ils ont peur des points de vue alternatifs. Ils ont peur de nous, de vous, de vos analyses, de votre connaissance de la situation, de votre voix. Et malgré tout, et je vous en remercie, vous êtes arrivés à Minsk et Minsk est heureuse de vous voir. Chaque conférence occupe sa place sur le calendrier des événements internationaux. Aujourd'hui, des représentants de 40 pays sont présents. Pourquoi ? D'abord parce que il s'agit d'ouvrir des questions fondamentales de sécurité pour l'ensemble de notre continent. À Munich, c'est possible, mais on ne veut voir que ceux qui correspondent à l'idéologie acceptée. Et ce que nous avons vu à la conférence passée,
les Américains, ceux qui voulaient venir n'ont pas été autorisés par les Américains. Il s'agit il y a les questions d'hypocrisie, de censure et de système de poids, de mesure. Il y a également une quantité très importante de problèmes qui exigent des discussions et une recherche de solutions. Et j'espère que les conflits trouveront des solutions. Alors, il y a eu un accord de paix en Azerbaïdjan, il y a eu un accord de paix à Gaza, c'est le début, mais en tout cas, c'est un bon début. Les points chauds pour les autres points chauds de la planète, il n'y a pas d'espoir. Et sur la planète, aujourd'hui, ont lieu plus de 50 conflits d'intensité variable. C'est plus important qu'au moment de la Seconde Guerre mondiale. Alors, Trump a dit qu'il avait pu éteindre 5, 6 ou 7 conflits. Ce sont 50 conflits qui ont lieu, avec des pertes économiques et des révolutions, le Bangladesh, le Népal, Madagascar, et la raison de l'absence du progrès en matière de désescalade est l'ignorance des principes de sécurité indivisibles. Résultat, les conséquences des relations internationales sont aujourd'hui des armes et des bombes de plusieurs mégatonnes. Donc aujourd'hui, cela concerne toute l'humanité. L'ignorance du principe selon lequel la sécurité ne doit pas se faire sur le compte des autres est tout à fait tragique. C'est ce qui se passe en Ukraine et au Moyen-Orient, et les événements le confirment. Il s'agit de gens qui défendent uniquement leurs intérêts. Ils ne veulent pas comprendre et accepter les réalités d'aujourd'hui. Les sanctions s'appuient sur des barrières idéologiques, des frontières fermées. C'est l'isolation du monde que nous essayons de mettre en place aujourd'hui. Une paix, un monde qui veut faire un pas en avant, qui veut essayer de comprendre la nécessité de vivre sans conflit, le respect de la différence, une paix ou un monde qui se crée de plein droit avec des participants de plein droit. Je suis sûr que ce processus va se poursuivre. Et dans l'espace euro-asiatique, il y a tout pour permettre le développement des uns et des autres, des ressources, des hautes technologies et un potentiel humain inestimable. Il s'agit de se battre pour les intérêts de chacun. Et c'est pour ça que vous vous êtes réunis ici. Nous sommes la majorité mondiale et le continent euro-asiatique doit partir du principe que nous sommes nombreux et que le problème le plus important est très important. Nous devons aller dans cette direction. Nous comprenons tous que nous ne pouvons pas nous soumettre en permanence à un seul pays et à une seule personne. Tout le monde le comprend très bien. Aujourd'hui, il y a des sanctions, mais ces sanctions ont conduit ces derniers temps, il faut voir où ont conduit ces questions ces derniers temps. Elles ont conduit au vol. Regardez les réserves de devises de la Russie, de la Biélorussie. Nous avons toujours été en faveur que les réserves soient conservées où que ce soit, mais il faut le faire dans des banques d'État solides. Ils ont pris ça, et alors ils sont arrivés à un point où ils commencent
sans conscience à prendre cet argent et à le considérer comme le leur. Et un jeu est mis en place. La chasse à la Belgique qui les États-Unis veulent ou ne veulent pas. Et ensuite, ils disent nous prenons ces réserves. Le droit international n'est pas conforme, ce n'est pas conforme au droit international, mais ce n'est pas grave. Ils le font quand même. Cette question est en réalité résolue depuis longtemps. Cela s'appelle du banditisme et du vol. Mais il faut réagir, et j'en ai parlé en Chine et dans d'autres pays. J'en ai parlé à la conférence de l'organisation de Shanghai. La Chine et d'autres doivent y voir. Si ils veulent considérer qu'ils vivent correctement avec leur dollar, tant mieux pour eux. Mais si nous considérons qu'aujourd'hui, ils veulent jouer, mais très bien, nous comprenons. Mais l'histoire jugera tôt ou tard, ils arriveront à ce qu'a toujours conduit ce genre de politique. Voilà la position des États-Unis s'agissant, par exemple, du conflit en Ukraine. Nous avons vu le spectacle ces derniers temps. Ils parlent toujours, mais en réalité, ils ne veulent pas. Nous voulons que cette guerre se termine, mais pour l'instant, ce n'est pas possible, comme dit Trump. Eh bien, cela dépend des personnes. Nous comprenons les sanctions contre d'autres pays, que ce soit l'Inde ou d'autres pays, mais ils peuvent mener les sanctions qu'ils veulent. Je crois que c'est 1,5 milliard contre l'Inde. Ils le font aussi de façon militaire. Nous voyons ce qui se passe au Venezuela. Alors, pour ce qui nous concerne, réunissons-nous, essayons de trouver des alternatives, essayons d'en finir en démontrant nos possibilités. Elles existent, ces possibilités, mais nous ne le faisons pas. Nous attendons que chacun se débrouille tout seul. C'est pourquoi nous devons faire ce qu'il convient et nous ne le faisons pas toujours. Mais il est tard, mais c'est toujours possible. Mesdames et messieurs les participants à la conférence, nous voulons regarder l'avenir avec optimisme, l'avenir de l'Europe et la sécurité euro-asiatique. Mais le processus que nous observons ne donne pas de base sérieuse, et c'est peut-être même le contraire. Nous essayons de créer un espace commun de confiance. Aujourd'hui, regardez ce que font les entités internationales. Ils sont en train de détruire les ponts internationaux. Ils détruisent les communications humaines. Et quand un État ne dispose pas d'interlocuteurs fiables en qui il peut avoir confiance, eh bien tout ceci se transforme en un instrument de conflit sans garantie politique et juridique. Si tous les pays essaient d'accroître leur potentiel militaire, nous l'avons dit à plusieurs reprises, et qu'ils n'hésitent pas à faire part d'une rhétorique agressive, la question est de savoir pourquoi. Pourquoi parle-t-il tout le temps de guerre? Ces derniers temps, on nous reproche de parler toujours de demain, demain, demain. Mais nous allons voir, nous voyons ce qui se passe
en Pologne ou dans d'autres pays, il faut voir ce qui sera véritablement possible. Nous allons devoir nous débrouiller avec les problèmes qui existent véritablement. Nous ne les avons pas créés, ces problèmes. Et aujourd'hui, cette Europe ne nous sert à rien, que ce soit de Londres à Varsovie, en passant par la Lituanie ou la Lettonie. Nous n'avons pas besoin de ces pays. Ils veulent nous faire dépenser. Même la Lituanie, aujourd'hui, est entrée dans un processus avec un budget qui est dépensé très important, un budget très important qui est dépensé en armement. Pourquoi? Deuxièmement, il faut savoir s'ils sont prêts à tout cela. Donc c'est pourquoi je vous dis sincèrement, j'ai parlé avec le président de la Russie, j'ai parlé avec les présidents de la CEI. Il s'agit de faire en sorte d'y arriver entre nous. Il s'agit de proposer une coopération, mais une coopération humaine. Nous avions prévenu les Polonais de ce qui allait se passer en Ukraine. Mais nous leur avons dit, ils ont frappé pas avec leurs propres missiles. Nous avons vu que les maisons qui ont frappé les maisons en Pologne ne sont pas ne sont leurs propres missiles et pas des missiles russes. Il y avait un accord de garantie de sécurité et on a demandé, on a considéré que n'importe quelle arme pouvait être utilisée pour notre protection. Et il s'agit de prendre des dispositions, notamment pour empêcher la prolifération de l'arme nucléaire. Mais il y a également des questions politiques, un ensemble notamment de missiles à moyenne portée. J'ai notamment parlé des Oreshnik, qui ne constituent pas une agression. Les États-Unis et l'URSS étaient parvenus à signer un accord pour l'élimination des armes de moyenne et courte portée, puisque la situation était telle que les pays pouvaient se détruire l'un l'autre. En 2019, les États-Unis ont fait un pas en arrière tragique. Et j'avais proposé dans cette même salle une déclaration politique sur le non-déploiement de ces missiles à courte et longue portée. Nous étions ouverts à tous les États intéressés. Malheureusement, nous n'avons pas été entendus. Ce n'est pas seulement la Chine, ni l'Inde, ni des ressources, quelle que soit l'importance, mais nous n'avons pas été entendus. Et ensuite, il y a donc cette question des armes qui demeurent à courte portée et moyenne portée. Il s'agit de déterminer également les possibilités de provocation et autres. Mais il y a une escalade de la situation dans la région et une menace tout à fait contemporaine. Eh bien, entamons des discussions, mais ils ne veulent pas. Nous ne menaçons personne. Comme je l'ai dit, nous sommes toujours ouverts à un dialogue constructif et à prendre des mesures réciproques. Si nos partenaires en Occident y sont prêts, ni nous ni la Russie ne resteront sourds à cela. Il s'agit de trouver des solutions.
les Occidentaux ont oublié le potentiel. Non, non et non. Cette politique ne mènera à rien, elle n'aboutira qu'à l'escalade. Nous avons appelé tous les pays européens au dialogue et au contrôle de sécurité. Il s'agit de se faire confiance. Mais malheureusement, nous avons voulu un accord pour un ciel ouvert. Mais nous nous sommes plaints du fait que les documents et les accords n'étaient pas respectés. Très bien. Ils ont refusé. Ils ont préféré le mode de vie protestant et LGBT. Mais il s'agit de renforcer la confiance en faveur de la course, et ils ont préféré la course aux armements à la confiance, et ils ont préféré l'escalade. Alors, choisissons les solutions qui sera la meilleure pour nous et pour les générations futures. C'est mis en place une logique d'escalade, d'accusations artificielles contre la Biélorussie pour l'utilisation de l'immigration. Nous n'utilisons pas les processus migratoires de quelque manière que ce soit et nous ne le ferons jamais. Il s'agit de mettre en place une crise pour ruiner les économies et pour réduire les institutions de l'État. Au Proche-Orient et dans une série d'autres pays, avec des politiques tout à fait irresponsables de cet Occident collectif. Quand vous déstabilisez et bombardez d'autres pays, et vous mettez leur avenir, vous menacez leur avenir, que peut-on attendre de vous? Ils vont dans les pays en question et menacent la sécurité de ces pays et de leurs citoyens et de leurs enfants. Je veux poser la question, pourquoi la Biélorussie doit défendre l'Union européenne, l'Europe des migrants? Pourquoi? D'abord, la pression n'est pas une pression morale. Et les sanctions aujourd'hui, nous sommes honnêtes, dès que les sanctions ont eu lieu, et j'ai dit, très bien, nous ne protégerons personne et nous n'arrêterons personne pour que les personnes trouvent leur propre chemin migratoire. Deuxièmement, toute l'infrastructure, tous les projets de coopération transfrontière ont été annulés par les Occidentaux. Troisièmement, en Occident, vous vous souvenez de la déclaration de la deuxième économique ou troisième économie mondiale? Angela Merkel a dit « Venez chez nous ». Mais s'ils viennent chez vous, ils viennent aussi chez nous. Vous allez créer des conditions inacceptables pour vos citoyens et les nôtres. Mais tout ceci n'est pas important. Ils viennent de notre Russie, mais du Kazakhstan, ce sont aussi des gens à nous, d'Arménie et d'Afghanistan, d'Ouzbékistan et plus loin. Nous créons toutes les conditions, avec une éducation gratuite, vos enfants étudient gratuitement, avec de l'argent public, ils peuvent étudier, ils peuvent être soignés, et les migrants qui ont commis des crimes, eh bien, sont punis de la même manière. Et ce sont des questions qu'il faut résoudre. Et nous allons
Est-ce qu'ils vont travailler dans vos usines de Volkswagen ou Mercedes? Est-ce qu'ils vont construire des automobiles? Mais il n'y aura peut-être pas de problème. Mais ils voulaient, on les a invités pour travailler, mais c'est ce qui se passe. Comment peut-on sérieusement résoudre les problèmes des migrants? Citation. Quand Bruxelles respectera les accords et créera des moyens de communication simples. Avec les Polonais, il faut se mettre d'accord, mais il s'agit de résoudre ces problèmes. Mais en Allemagne, il y a eu des groupes de bandits qui envoient de la Biélorussie ces migrants en Allemagne et dans le reste de l'Europe. Mais aujourd'hui, toutes les ministres de l'Allemagne doivent faire ce qu'il faut pour la logique, pour pouvoir parvenir à des solutions. La logique est simple. Vous ne pouvez pas exiger de nous ce que vous ne faites pas. Nous ne vous protégerons pas à nos dépens. Les sanctions sont là pour nuire au peuple russe. Eh bien, nous ne vous protégerons pas. Mesdames et messieurs les participants à la conférence, je suis convaincu que la sécurité ne se fait pas par la menace et les ultimatums. C'est une impasse. C'est l'absence de confiance, de coopération ne mène à rien. Pourquoi ce sujet est important pour la Biélorussie? Les choses sont claires. Nous ne sommes pas de simples observateurs, mais nous participons au processus géopolitique au centre même de l'Europe. Et nous ne sommes pas naïfs. Nous comprenons que les tentatives de créer des situations de guerre toujours plus importantes à nos frontières, en ruinant notre économie et en créant des problèmes sociaux, eh bien, et en imposant une volonté d'autres entités, ne mènera à rien. Nous avons des possibilités. Nous avons le soutien de la majorité mondiale. Mais nous ne cherchons pas la confrontation. Nous avons appelé à la restauration du dialogue et à revenir au bon sens dans les relations internationales, ce que nous essayons de faire au mieux. Essayer de sauver l'Eurasie de la confrontation. Les valeurs de notre continent se basent sur une communication et un dialogue. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas indifférents. Je suis certain que l'idée d'un développement pacifique est une orientation stratégique des objectifs vers lesquels nous voulons, vers lesquels nous nous efforçons d'arriver, avec l'espace eurasiatique, la CEI et autres. Il y a des initiatives, notamment entre la Russie et la Chine, que les Américains essaient de mettre à mal. J'espère que ça n'arrivera pas. Tout ceci n'est pas possible dans un monde multipolaire. Nous voulons une Europe forte, nous y sommes convaincus et nous pensons que c'est ici une base de notre système planétaire dans lequel la paix est contenue. Mais est-ce que l'Union européenne veut occuper sa place? C'est une vraie question. Aujourd'hui, ils créent la crise, ils ont mis un système de réglementation intérieure et où ils refusent la coopération normale. Ils créent des barrières. Et maintenant, il y a la question de l'énergie, qui est un exemple. Nous voulons, nous, être à l'avant-garde.
Mais j'ai peur que Bruxelles ne veuille pas résoudre les problèmes sur le fond, mais veuille s'enfermer dans une guerre future. En un an, il se croit revenu au temps des colonies. Qu'est-ce qu'ils ont reçu? Une croissance de l'euroscepticisme, des oppositions entre les États. Il crée des bombes véritables pour l'avenir. Et si les objectifs de coexistence ne fonctionnent pas, eh bien, nous ne ferons pas d'efforts. Mais si vous ne nous aidez pas, nous ne vous aiderons pas. Nous avons notre mentalité, notre culture, notre histoire, notre société, et notre idéologie. Nous et que nous n'acceptons pas les agressions. Il s'agit de trouver des solutions. Nous avons essayé de trouver des solutions entre la Russie et la Biélorussie. Et ensuite, ils crient dictature. Poutine, Loukachenko sont des agresseurs. C'est pas grave. Aujourd'hui, ils ne sont pas prêts à négocier avec nous. Mais nous avons du bon sens, nous avons des ressources de disposition stratégique pour être des ponts, comme nous l'avons été toujours, des ponts entre l'Occident et l'Europe occidentale et l'Europe orientale. Nous devons parvenir à une coexistence pacifique en tenant compte de nombreux éléments et nombreux arguments, si vous le voulez. Nous ne nous considérons pas coupables de la péjoration des relations de la dégradation des relations entre l'Occident et nous. Nous devons parvenir à des partenariats pour travailler pour nos enfants et nos petits-enfants. Mesdames et messieurs les participants à la conférence, cette année, l'Organisation des Nations Unies a eu 80 ans. Helsinki a eu 50 ans, l'acte final d'Helsinki. Les institutions clés existent depuis des décennies et les problèmes ne sont pas résolus. L'attachement à la paix de la part de la Biélorussie est une nécessité. Et nous y sommes attachés pour tout le continent, mais pas l'Occident. Qu'est-ce que nous proposons? Tout d'abord, s'agissant de l'approvisionnement alimentaire, des médicaments, tout ceci doit sortir des sanctions parce que c'est lié à... cela aboutit à des pertes, y compris des pertes humaines. La conséquence, c'est la crise économique, des tensions sociales et des conflits internes et internationaux. Deuxièmement, protéger des infrastructures internationales, que ce soit l'Internet, les centrales nucléaires ou les centrales gazées. Cela concerne tous les pays du monde, y compris ceux qui, aujourd'hui, considèrent toute action contre nous comme des exploits. Il s'agit de garantir un travail. Troisièmement, surmonter les crises migratoires. Ce qu'a fait l'Occident, eh bien, l'Occident doit le résoudre lui-même. Il s'agit de mettre en place des formats pour garantir le contrôle
pour les deux parties. Nous devons résoudre cette question par un accord global. Le président Trump a dit ce qu'il a dit et nous devons discuter avec les États-Unis ou les pays européens et les considérer comme n'importe quel pays. Il s'agit de lutter contre les groupes criminels avec des procédures pouvant expulser les responsables. Quatrièmement, l'intelligence artificielle. Éviter de les utiliser pour l'armement. Cela va aboutir à des destructions très importantes. Nous devons, sur le plan numérique, là aussi créer une situation de bon voisinage avec une souveraineté numérique pour le siècle à venir. Mes chers amis, nous avons besoin du dialogue. Nous ne pouvons pas nous considérer les uns les autres comme sous la menace d'une arme. Il nous faut discuter et lorsque nous arrêtons de discuter, nous nous rapprochons de la guerre. Nous avons besoin de ce dialogue. Il faut arrêter la course aux armements. Nous disons non, non, nous n'allons pas traîner, mais nous avons trop traîné dans cette course aux armements. Certains États vont dépenser tout leur argent, soi-disant pour leur sécurité. Mais s'ils ne peuvent pas se battre contre un agresseur comme la Biélorussie, eh bien, cela aboutira à des préjudices très importants. Très importants. Je vous remercie du fait que vous êtes venu ici jusqu'à la capitale de la Biélorussie. Je suis certain que vous échangerez de bonnes idées, si nécessaire pour nous. Il s'agit de parvenir à des actions que vous exprimez depuis très longtemps. Il n'est pas possible de tolérer une transformation nihiliste. Nous devons parvenir, nous sommes à une période et nous devons tirer vers vers la paix. Merci de m'avoir invité. Je vous souhaite à tous un travail productif. Merci beaucoup, Monsieur le Président.
Mes chers amis, je propose de continuer, de poursuivre notre conférence. Il s'agit de voir que nous avons M. Sciarto. Je suis très heureux qu'il soit ici. C'est très important pour nous. J'aimerais donc vous donner la parole donc, au ministre des Affaires étrangères, M. Petr Sciarto. Vous avez la parole. Дамы и господа, honorable colleagues, Mesdames, Messieurs, je vous remercie I welcome you. de vous souhaiter la bienvenue. C'est très important pour nous, puisque c'est la troisième fois que vous m'invitez ici. Bien sûr, beaucoup m'ont critiqué pour ma participation, mais la situation de la sécurité l'exige. Je dois être ici aujourd'hui. Vous savez que je serai critiqué. Очень сильно Je serai critiqué très fort присутствие и участие в этой конференции. И я постараюсь предоставить объяснение, почему я принял данное приглашение уже в третий раз. Давайте попытаемся сохранить и выделить некоторое время для них и попытаемся объяснить. Я попытаюсь объяснить, почему же я нахожусь здесь. На самом деле, безопасность и ситуация с безопасностью во всем мире на самом деле находится в критическом положении. Мы живем в опасном мире. И однозначно можно заявить, что глобальная безопасность находится в худшем состоянии с момента завершения холодной войны. И мы также можем сказать, что Nous pouvons dire que la situation de sécurité mondiale также в aboutit à худшем une состоянии с момента situation. L'interprète s'excuse, il y a deux langues en même temps, il est très difficile d'interpréter. которые могут быть решены Nous devons консенсусом. résoudre Однако les questions мы par не можем прийти к consensus. консенсусу Sinon, и к согласию, какие выводы нам стоит сделать из ситуации. На Западе, в нашей западной политической семье, вывод сделали, что необходима изоляция, необходимо избегать диалога и полностью прекратить коммуникацию и использовать военные решения. Решения в кавычках, потому что военные решения — это никогда не решение. А наш ответ абсолютно другой. Мы верим, что текущая ситуация — это причина, которая должна послужить толчком к восстановлению более активного диалога. Диалог должен быть более близкий, чем когда-либо. И мы должны надеяться и договариваться во имя мира и отдавать право некоторым недомолвкам, некоторым проблемам, и понимая, что это все во благо. И сегодня нам необходим диалог. И постоянно говорить одно и то же одним и тем же людям — это абсолютно недостижение. И это даже не требует каких-то особенных интеллектуальных усилий и однозначно не приближает решения. И вы знаете, основная разница между двумя разными подходами или двумя разными выводами, как я их ранее называл, это базовый принцип. Моя западная политическая семья считает, что все должно быть чрезмерно
политизировано и чрезмерно идеологично. А это очень опасно. И мое решение другое, наше решение другое. Основой нашего решения является здравый смысл и рациональность. И наш здравый смысл и подход, основанный на смысле, базируется на нашей истории, нашей собственной истории, нашем прошлом, которое несет достаточно очевидное сообщение. 4 десятилетия мир был разделен на блоки. И мы, венгры, потеряли почти 4 десятилетия из наших жизней. И именно этот феномен оказывает сильное влияние на нас сейчас. Наш опыт говорит о том, что мы можем только потерять, если будем разделяться на 2 блока. И именно поэтому мы не хотим вернуться к такой ситуации. Что же мы хотим? Мы хотим связь. И что же мы понимаем под связью? Для нас это означает глобальное сотрудничество, основанное на взаимном уважении к правилам, к международному праву. И мы все будем получать взаимную выгоду. И в таком случае мы выиграем. Но если мир будет разделяться на блоки снова, мы однозначно проиграем. Мы, венгры, мы гордые члены Европейского Союза, и у нас по этому поводу идут дискуссии. И некоторые из них крайне занимательные. И многие также транслируются вашей прессой. И мы знаем отлично, что сильный Европейский Союз и сильная Венгрия однозначно идут вместе рука за руку, плечом к плечу. И сильный Европейский Союз — это то, что было правдой. Это то, что было реальностью не так давно, всего несколько лет назад. Еще несколько лет назад Европейский Союз был важным игроком на мировой политики и участником мировой экономики. Европа была безопасным континентом. Наша доля ВВП возрастала, и мы могли составлять какую-то конкуренцию. Почему? Потому что политика базировалась на здравом смысле, в отличие от ситуации сейчас. Я даже помню, не так давно был открытый диалог о евразийском экономическом сотрудничестве, и бывший канцлер Германии обсуждал общие коммерческие решения об объединении Лиссабона и Владивостока. Не так давно, всего пару лет назад. И это все являлось сильной основой. Et c'était la base. Mais malheureusement, actuellement, la situation est totalement différente. Le bon sens a été remplacé par le fait de politiser toute chose. Et l'Union européenne s'est isolée. Elle s'est isolée de l'économie mondiale. Peut-être certains dirigeants européens voulaient, mais cela a été oublié. Mais Internet n'oublie rien. Avait quelque chose à dire, par exemple, sur le président Trump. Le président Trump était en fonction et le président Trump n'a plus été en fonction. Il y a eu une course entre les dirigeants progressistes de l'Europe de satisfaire les médias progressistes contre le président Trump. C'était une course ouverte. Ils peuvent espérer que cela s'oublie, mais cela n'a pas été oublié. Et nous nous souvenons des déclarations épouvantables qui ont été faites. Et malheureusement, ce phénomène s'est reflété dans l'accord douanier entre les États-Unis et l'Union européenne.
C'était le meilleur accord pour les États-Unis et le plus mauvais deal pour l'Europe. Beaucoup d'entre nous dans l'Union européenne ont eu un sentiment de honte. Et Ursula von der Leyen a applaudi pour un accord commercial qui a abouti à des droits de douane payés par les entreprises multipliés par 6. Je dis bien par 6. Si j'étais américain, j'offrirais une standing ovation au président Trump. Mais étant donné que je suis européen, je comprends que Mme von der Leyen a abouti au plus mauvais compromis pour l'Europe. Il s'agit de considérer la Chine aujourd'hui comme un système rival. Mais nous ne voulons pas, en tant que Hongrois, être le rival de la Chine. Coopérons, partageons des avantages mutuels. L'Union européenne a imposé des droits de douane sur l'industrie automobile contre la Chine et sur et qui aboutit à une situation préjudiciable pour l'industrie automobile. L'industrie automobile européenne nous dit « s'il vous plaît, ne nous protégez pas ». Il y a un grand débat au sein de l'Union européenne pour savoir si les sanctions sont suffisantes ou pas. Croyez-moi, même à huis clos, on en discute avec les collègues européens. Ils me donnent des positions différentes de ce qui est dit devant les caméras. Mais s'il y a une question d'idéologie, si quelque chose ne fonctionne pas 19 fois, pourquoi ça marcherait une 20e ? Quel est l'espoir ? Et si vous examinez les politiques des sanctions, pas politiquement, pas idéologiquement, mais d'une manière pratique, conformément à nos analyses, ces sanctions ont été plus préjudiciables à l'Europe qu'aux pays visés. L'Union européenne s'est isolée des continents de l'avenir, notamment l'Afrique. Pourquoi ? Parce qu'ils ont toujours une politique de confusion à cause d'idéologies de fous une idéologie qui aboutit et des crises qui aboutissent à des conditions extrêmement difficiles. Donc, cette politique d'isolation de Bruxelles a un impact dévastateur sur l'Union européenne. La compétitivité de l'Europe est en déclin. Il y a une guerre qui a lieu depuis 3 ans et demi au cœur même de l'Europe. Et l'Europe est pleine de migrants illégaux, causant des difficultés dans la société, des guerres de gangs et autres. L'Union européenne est dirigée par une idéologie du genre extrêmement agressive. On nous interdit de mettre dans la Constitution qu'une famille est composée d'une mère, d'un père et d'enfants. C'est une expérience de fou. La première fois, il y a 2 semaines, à New York, à l'Assemblée générale des Nations unies, donc lorsqu'on me dit qu'un père est un homme et la mère est une femme, on vous prend pour un fou. Voilà ces idéologies de fous. Mais l'objectif de notre gouvernement, c'est que nous voulons que la Hongrie soit forte. Mais pour que la Hongrie soit forte, il faut que l'Union européenne soit forte
Mais pour que la Hongrie soit forte, il faut que l'Union européenne elle-même soit forte. Et il y a trois éléments. Premièrement, nous devons remplacer la stratégie de la guerre par une stratégie de paix. Tous les Européens doivent remplacer doivent permettre le succès des efforts de paix du président Trump. Et c'est très important pour la suite de nos relations. C'est exactement ce qui se passe dans le cadre des relations entre l'Union européenne, entre les États-Unis et la Russie. Deuxièmement, au lieu d'hyperpolitiser les choses, et notamment l'approvisionnement d'énergie, il s'agit de travailler à la sécurité de l'approvisionnement énergétique. Parce que si l'approvisionnement énergétique est affaibli, ce sont les peuples qui sont affaiblis. Il s'agit de trouver les ressources les plus fiables. Et enfin, et pas des moindres, le troisième changement, c'est revenir au dialogue euro-asiatique. Le dialogue euro-asiatique est l'un des piliers les plus importants du dialogue mondial. Si vous réfléchissez aux deux continents, l'Europe et l'Asie, vous avez deux continents sur la Terre qui ne sont pas divisés géographiquement. Ils ne sont pas géographiquement divisés. Par conséquent, comme nous l'avons vu, et nous en avons fait l'expérience, la coopération est nécessaire. Et si vous vous appuyez sur le bon sens et la rationalité, pour ramener la sécurité et la compétitivité à l'Union européenne, eh bien, vous ne pouvez le faire que par le dialogue et la coopération entre l'Europe et l'Asie. C'est pourquoi le gouvernement hongrois continuera de promouvoir l'idée du dialogue euro-asiatique et je remercie les organisateurs de faire la même chose. Et je vous remercie de cette invitation. J'espère que je n'ai pas travaillé contre tout cela dans ces dernières minutes. Merci beaucoup. Merci de votre intervention brillante. Merci beaucoup, Monsieur Sziarto. Merci. Et donc, la thèse que la Russie s'est isolée, ce n'est pas la propagande, parce que le ministre hongrois l'a réitéré aujourd'hui. Aujourd'hui, avec nous, nous avons le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Je vous donne la parole, si vous me permettrez. Messieurs les coprésidents, Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir d'être invité encore une fois à cette conférence qui se tient déjà pour la troisième fois à l'initiative du président biélorusse. C'est une plateforme principale pour discuter des questions cruciales liées à la sécurité du continent eurasiatique. C'est ce dont vient de parler mon collègue Péter Sziarto. L'Eurasie, c'est le centre géopolitique du monde multipolaire naissant. Et c'est évident pour tout le monde. Les processus qui se passent ici ont un impact crucial sur les relations internationales. Et nous voyons sur le continent eurasiatique plusieurs civilisations qui se renforcent, plusieurs centres qui représentent la majorité mondiale. Et comme l'a dit dans ses interventions M. le Président Poutine, ce sont ces civilisations qui donnent la tonalité des relations internationales. Il débarrasse le continent des rudiments et contribue à la sécurité eurasiatique. Nous voyons que les pays européens renoncent à reconnaître
le fait objectif que la domination de l'Occident s'est terminée et c'est ce qui les diffère de la Russie, de l'Iran, de la Corée du Nord et de tous les autres pays du continent eurasiatique qui sont convaincus que le respect du principe de la souveraineté, de l'égalité souveraine est le gage de notre sécurité. Et non, le respect de la souveraineté de tout le pays. Les accords dans le domaine du contrôle des armements ont été ensevelis ces dernières années. L'élargissement de l'OTAN ne cesse de se poursuivre malgré les déclarations du secrétaire général de l'OTAN de ne pas s'élargir. Et cela est fait dans le cadre de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Et cela est fait au détriment de la sécurité des autres. Le conflit planifié et provoqué en Ukraine a abouti à un échec du modèle euro-atlantique de sécurité qui se basait sur l'OTAN, sur l'OSCE et sur l'Union européenne. S'est déjà transformé en une composante de cet euro-atlantisme. Et maintenant, les experts disent qu'il faut réfléchir à un nouveau système de sécurité eurasiatique. Mais il est dit que ce système ne doit pas impliquer les participations de la Russie et de la Biélorussie. Et il faut écouter le président français Macron. Il le dit publiquement. Et ils ont refusé d'inviter la Russie et la Biélorussie aux événements internationaux. Ils ont donc exclu deux pays dont la politique n'est pas acceptée en Occident. Et c'est dont M. Loukachenko a parlé aujourd'hui de manière convaincante. Et il est clair que ces pays ne cachent pas les préparatifs qu'ils effectuent à l'égard de la Russie et de la Biélorussie, les préparatifs à une guerre à grande échelle en Europe. Ils créent des coalitions. En juillet, la France et l'Allemagne, par exemple, se sont mis d'accord de maintenir une coopération entre leurs forces nucléaires. Et donc, ils ont créé une entente cordiale en ce sens. Les Britanniques ont signé avec les Allemands un accord sur la coopération militaire. Et à Londres, maintenant, on dit que cette coopération militaire anglo- franco-britannique doit avoir une dimension nucléaire. Le financement du complexe militaire politique, militaire industriel se continue, la logistique se perfectionne en vue de déployer des contingents en Europe de l'Est, notamment de troupes qui ne font pas partie de l'Alliance nord-atlantique. Et nous nous inquiétons également des projets de l'élargissement des activités de l'OTAN en Arctique et nous voyons voir l'Arctique, comme la plupart des pays du monde, comme un territoire de paix. Et c'est ce qui a été dit lors de la réunion du Conseil antarctique, mais l'Occident essaie de séparer la Russie de cette structure également. Ce sont les pays occidentaux qui font traîner ce conflit en Ukraine, en gavant l'Ukraine d'armes, en soutenant le régime de Kiev financièrement. Les Occidentaux essaient de convaincre l'administration américaine pour qu'elle renonce à un cessez-le-feu à la table des négociations, mais nous espérons que le président Trump cherche vraiment à résoudre ce conflit en Ukraine et nous espérons qu'il va suivre les principes qui ont été fixés lors du sommet à Anchorage
notamment sur la base des propositions américaines. On accuse la Russie de planifier, d'envisager une intervention militaire en Union européenne. Ce sont les dirigeants occidentaux qui ont inventé ces absurdités et qui les répètent. Ils se lancent à une hystérie anti-russe et ils essaient d'incomber la responsabilité à la Russie de leurs échecs, notamment sur le front ukrainien. Et je voudrais demander aux Européens s'ils se sentent plus en sécurité lorsque leurs élites veulent engager une guerre. Je pense que la réponse est évidente. Nous avons dit plusieurs fois que nous n'avons aucune intention d'attaquer n'importe quel pays de l'OTAN ou de l'Union européenne. Nous sommes prêts à fixer cette position dans les futures garanties pour de la sécurité de cette partie de l'Eurasie, mais ces garanties doivent être par tous les pays du continent. Les dirigeants européens disent qu'après la fin du conflit en Ukraine, la sécurité eurasiatique doit être sans la Russie. Et voilà la différence de nos approches. Et l'OTAN, il va au-delà de l'Euro-Atlantique. Et c'est pour cela qu'a été proposé le principe de la non-divisibilité de la sécurité de la région euro-atlantique. Et lorsque nous demandons comment cela est lié à l'accord de Washington sur la sécurité, on nous dit que l'OTAN reste une alliance purement défensive qui existe seulement pour opposer une agression contre les pays membres de cette organisation. Mais on dit maintenant que ces menaces proviennent de n'importe quelle partie du monde, par exemple du détroit de Taïwan. L'OTAN essaye de prendre pied dans la région Asie-Pacifique en sapant la sécurité, le système de sécurité qui s'est basé pendant des décennies autour de l'organisation ASEAN. Et cela est fait avec un but évident de maintenir la Chine, d'isoler la Russie et de confronter avec la Corée du Nord. L'OTAN s'intéresse également au Proche-Orient, au Caucase, à l'Asie centrale, à l'Asie du Sud. Et il faut dire qu'il travaille de manière individuelle avec ces sous-régions. Il ne se soucie pas des intérêts eurasiatiques. Ils essayent de prendre pied partout, ils essayent d'influer sur tous les processus dans ces parties du monde et le résultat est pour la plupart négatif. Si la tendance est telle, voulons-nous que notre continent soit en territoire de l'OTAN? Nous ne pouvons pas y consentir. Et dans les nouvelles conditions, lorsque tous les pays sont interconnectés, nous ne devons pas nous livrer à cette pensée de bloc. Nous avons besoin d'une nouvelle idéologie, une nouvelle philosophie de coopération intergouvernementale. Et notre vie, la vie nous pousse aménager une nouvelle fois notre espace eurasiatique dans l'esprit du monde multipolaire. Et Monsieur le Président Vladimir Poutine, lors du sommet de l'ASEAN, a proposé de créer un grand partenariat stratégique eurasiatique qui prévoit la création en cadre de coopération mutuellement avantageuse par le biais du renforcement des liens énergétiques et économiques dans le cadre des processus qui se déroulent dans le cadre de l'Organisation de coopération de Shanghai, de la Communauté des États indépendants et d'autres, de l'ASEAN et de la communauté des pays du Golfe. Et le président Poutine a proposé également une autre initiative, une initiative qui consiste à créer la sécurité eurasiatique sur le principe de sa non-divisibilité. Et nous voyons dans cette initiative une alternative
aux pays qui ont proposé autrefois le modèle euro-atlantique. Dans ce modèle, les collègues de l'autre côté de l'océan ont toujours joué un rôle primordial. Nous ne dictons à personne avec lequel ces pays doivent coopérer, mais nous proposons à réfléchir à un nouveau système de sécurité en Eurasie. Il y a beaucoup de structures d'intégration, de structures militaires, tout comme en Afrique, tout comme en Amérique latine. Mais en Amérique et en Amérique latine, outre ces organisations sous-régionales, il y a des forums intercontinentaux comme l'Union africaine et la communauté des pays des Caraïbes. En Eurasie, il n'y a pas de cette organisation qui servirait de plateforme pour échanger des points de vue n'existe pas. Et la proposition du président biélorusse est très importante. Elle va en ce sens. Je pense que c'est une entreprise très prometteuse. La sécurité véritablement collective ne peut pas servir les intérêts d'un petit comité de pays. La sécurité doit être commune où elle n'existe pas. C'est ça. La Russie se prononce pour le fait que chaque pays ait sa propre sécurité souveraine, pour que chaque pays ait son choix souverain. Mais ce choix ne doit pas être aller à l'encontre du principe suivant. Personne ne peut renforcer sa sécurité au détriment des autres. Aucun pays, aucune organisation, aucun groupe de pays ne peut dominer. Et malheureusement, c'est ce que fait l'OTAN. En proposant les postulats de la sécurité eurasiatique, la Russie essaie d'implémenter, de mettre en œuvre ces principes par le biais d'accords bilatéraux. Par exemple, il y a des accords de sécurité avec la Biélorussie, il y a des accords de partenariat avec la Corée du Nord et la République islamique d'Iran. Un autre vecteur important, c'est le travail avec de différentes structures sur notre continent. Et dans ce travail, en ce qui concerne les facteurs de sécurité, nous attachons une importance à l'Organisation de coopération de Shanghai et l'Organisation de sécurité. La communauté des États indépendants a un potentiel important. Cette organisation renforce ses liens avec l'OTC et l'Organisation de coopération de Shanghai et nous avons décidé également de créer un nouveau format, notamment la CEI+. Et nous soutenons l'initiative de l'Iran de créer une nouvelle organisation d'ampleur eurasiatique. La sécurité eurasiatique occupe une place importante dans notre dialogue avec la République populaire de Chine et nous nous appuyons sur le fait que la vision de la sécurité eurasiatique russe combine parfaitement avec l'initiative du président chinois Xi Jinping en matière de sécurité, où est fixée la nécessité d'éliminer les causes profondes de n'importe quel conflit. Et il est important que ce principe soit mis en œuvre, notamment en Ukraine et sur les territoires palestiniens. Parmi les problèmes du continent eurasiatique, nous devons penser à empêcher des conflits à la péninsule nord-coréenne. Nous devons également réfléchir au règlement du problème palestinien. Nous devons penser à normaliser les relations entre l'Iran et les pays pays islamiques. Et nous nous proposons en faveur
de l'ASEAN, de la coopération dans cette région sur la base de transparence. Dans le cadre de l'ASEAN, nous avons cumulé une vaste expérience de travail commun en ce qui concerne la lutte contre les problèmes, et cela va contribuer, à notre avis, à la création d'un espace de sécurité commune. Et nous considérons comme prometteur la coopération entre l'ASEAN, l'Organisation de coopération de Shanghai, la CEI et l'OTSC. L'initiative biélorusse pour la multipolarité au XXIe siècle va jouer un rôle important, j'en ai déjà parlé. M. Loukachenko a réitéré ses initiatives. Il a parlé qu'il faut mettre en œuvre les principes qui sont partagés et qui sont acceptés par plusieurs pays du monde. Nous soutenons cette initiative moderne, nous engageons dans la mise en place de cette idée. Nous sommes prêts à envisager n'importe quelle initiative dans le domaine de sécurité eurasiatique. Nous voulons bénéficier des avantages du continent eurasiatique. Ces avantages sont colossaux et il faut utiliser le potentiel de tous les pays du continent. Il en va de même pour les Européens. Ils vivent sur le continent eurasiatique et je suis ravi que les participants de pays eurasiatiques aient participé à cette conférence. Mais les élites actuelles de l'OTAN et de l'Union européenne veulent isoler n'importe quel pays qui veut mener sa politique indépendante. Et donc, il n'y a pas de dialogue entre ces élites eurasiatiques européennes et ces pays. La bureaucratie bruxelloise maintient son sentiment d'exclusivité. Elle se montre agressive à l'égard de la Russie et de la Biélorussie. Et il faut réfléchir à un nouveau modèle de relations en Europe en matière de sécurité lorsque ces pays feront partie de la sécurité eurasiatique. En conclusion, je voulais souhaiter la formation d'un espace eurasiatique indivisible comme processus irréversible qui permettra un développement souverain en tenant compte des garanties de sécurité, des menaces extérieures notamment sur le continent asiatique, et cela permettra de créer un espace libre et débarrassé des conflits et favorable pour une coopération productive. Je salue le fait que le Forum de Minsk s'inscrit comme un événement annuel et je vous souhaite à tous un travail plein succès. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, de votre intervention. Nous vous entendons, puisque c'est désormais la tradition, au prochain événement. Mais la conférence voit la participation de haut niveau de pays démocratiques que nous respectons. Mais il y a effectivement des idées nationales d'union des peuples. Et je donne la parole au ministre des Affaires étrangères de la République démocratique de Kyrgyzstan, Madame Chin Son-Ki. Je vous ai la parole. Allow me, first of all, to extend my sincere congratulations to our Belarusi colleagues for the wonderful arrangement of the third Minsk International Conference on Eurasian Security. As for the DPRK, this is the first time for me and for my delegation to be at this forum. This meeting is convened at the time when the importance of security building
in the Eurasian region is emphasized as never before. The Democratic People's Republic of Korea views the current conference as the significant political forum to build partnerships among the nations who aspire independence, peace, and justice.